Bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir Mahmoud Saleh, ministre d'État auprès du président de la République Macky Sall, ancien directeur de cabinet politique du chef de l'État. Vous êtes aussi, Mahmoud Saleh, membre de l'APR. Bonjour. Bonjour Mahmoud Ibra. Merci d'avoir accepté notre invitation. À l'attention des auditeurs, vous pouvez continuer à réagir via les réseaux sociaux Facebook, Twitter avec le hashtag Grand Jury ou directement via notre application GFM et vous, disponible sur Android et Apple Store. Je rappelle aussi que ces internautes vous ont posé des questions que nous transmettrons tout à l'heure. Mahmoud Saleh, on va commencer par le terrorisme. Une alerte de l'ambassade des États-Unis, alerte jugée crédible par la représentation diplomatique américaine à Dakar, une information démentie aussitôt par l'ambassadeur de France. Les Sénégalais ont remarqué le silence de leur gouvernement sur cette question. Pourquoi vous avez préféré garder le silence? Mais je vous remercie, Mamadou Ibra, d'avoir pensé à moi. Pour votre mission d'aujourd'hui. Je vous en remercie. Maintenant, par rapport à la question avec laquelle vous ouvrez cette émission, il faut dire que c'est une question très sensible. Parce que les questions liées à la sécurité en général sont classées sensibles. Le plus important de mon point de vue pour le pays, c'est que sa sécurité soit assurée. Nous ne fondons pas notre politique de sécurité sur l'appréciation que Samba ou Demba peut en faire. Sur l'appréciation que l'Amérique ou la France peut en faire. Peuvent en faire. Oui. Donc, mais vous avez quand même suivi cette passe d'armes entre deux ambassadeurs. Ils peuvent ne pas s'accorder oui. Sur les menaces sécuritaires qui peuvent peser sur le pays. C'est une réalité et récemment nous avons assisté effectivement à l'expression de différences d'appréciation sur cette question-là entre nos deux amis, les Américains et les Français. Mais la réalité qui nous préoccupe, qui nous intéresse, nous, autorités, c'est comment gérer la question sécuritaire de façon pratique et concrète. Oui, mais pourquoi le silence du gouvernement? Non, le gouvernement, non, il n'y a pas eu de silence du gouvernement en tant que tel. Je veux dire que le gouvernement n'a pas porté au plan public une opinion sur la divergence qui existerait entre deux amis. Non, le gouvernement a agi de façon à assurer la sécurité de ses citoyens et c'est ça qui est attendu du gouvernement et ce qu'il a fait. Mais vous allez voir que cela a intéressé beaucoup les Sénégalais. Quelques questions sur ce sujet. Cherning qui dit pourquoi l'État n'a pas fait un communiqué pour informer les citoyens sénégalais sur la menace terroriste annoncée par les Américains. Yalan Diouf, sur un même territoire, il y a deux puissances, la France et les États-Unis, et deux déclarations différentes au moment où le terrorisme gagne du terrain. Quelle déclaration faut-il prendre au sérieux? Le gouvernement n'est-il pas face à un dilemme? Mokhtar Mbeng, vu les déclarations des ambassadeurs français et américains, ne devons-nous pas nous poser cette question? Est-ce que l'Occident n'a pas comme objectif de déplacer le terreau de la lutte contre le terrorisme en Afrique afin que les djihadistes le laissent tranquille? Vous voyez que nos compatriotes s'intéressent beaucoup à ce sujet. Vous leur devez des réponses. Et ils ont raison de s'en préoccuper. Oui. Parce que la question sécuritaire, elle est liée aux questions de développement. Donc on ne peut pas s'écarter de ces questions-là si on est lucide et responsable et on se préoccupe de l'avenir du pays. Il est évident qu'on ne peut se féliciter que de l'expression de ces préoccupations de nos concitoyens. Mais il faut qu'ils soient rassurés parce que la question essentielle, elle est dans la gestion de la question sécuritaire au niveau des frontières intérieures du pays. Et je crois que cette question-là, elle est bien gérée par le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas être un facteur, si vous voulez, de relais ou d'accentuation de la pression externe sur les questions de sécurité. Et justement, les Sénégalais ne doivent pas être informés par le biais d'une ambassade, fût-elle de la grande puissance les États-Unis ou de l'autre puissance la France. Non, les autorités qui ont alerté leurs concitoyens sur une menace terroriste ne se sont pas adressées à l'opinion sénégalaise, ne se sont pas adressées aux citoyens sénégalais. Cela a été rendu public. Voilà, ils ont voulu sécuriser des citoyens à eux vivant dans le territoire national. Cette information a été relayée par la presse nationale.
Donc c'est de ça dont il s'agit. Donc c'est pas une alerte en direction du pays sur des menaces qui peseraient sur le pays en tant que tel. Ah si, c'est ce que dit l'ambassade. Oui, mais je dis l'ambassade. En disant même éviter certains endroits. Tout à fait, mais tout à fait. Très précis. Mais tout à fait. Et jusqu'au mois de décembre, s'il vous plaît. Tout à fait. Et en ce moment précis, mais si vous évaluez entre la réalité concrète et celle supposée émanant d'une information qui donnerait une menace sur les questions de sécurité au niveau interne, vous voyez que cette question-là, elle est bien gérée. La sécurité, elle est assurée. Les populations se sentent en sécurité à partir des initiatives prises par le gouvernement. En ce niveau-là, il n'y a pas d'alerte. Il n'y a pas de préoccupation à se faire. C'est ça la vérité. Il ne faut pas quand même qu'on prête au gouvernement où on tente de soutenir le gouvernement sur un terrain qui n'est pas son terrain. Il ne peut pas être un facteur qui distille la peur, etc., l'angoisse etc. Non. Pourquoi on vous a dit le gouvernement doit faire un communiqué pour informer les Sénégalais? Oui. Non, le gouvernement ne peut pas relayer ou amplifier une information qui vient d'un ami. Le gouvernement a géré en mettant en place le dispositif sécuritaire nécessaire pour prévenir d'éventuelles secousses qui émaneraient de sécurité. C'est ça la vérité. Est-ce que le gouvernement du Sénégal est en phase avec l'ambassadeur de France qui dit que l'alerte n'était pas fondée, ou plutôt vous vous rangez du côté de l'information rendu public par l'ambassade des États-Unis? Moi, je ne suis pas outillé pour répondre de façon tranchée à cette question-là, mais ce que je sais et vis en tant que Sénégalais, c'est que le gouvernement fait énormément d'efforts pour sécuriser les populations et le territoire national. L'alerte est-elle fondée? Peut-être pas. Finalement, vous ne nous aidez pas à mieux voir. Toujours est-il qu'il y a une autre question, Abdoulaye Seydi. J'ai l'impression que depuis un certain temps, le gouvernement ne pense qu'aux retombées économiques en prenant certaines positions qui remettront en cause notre souveraineté et notre fierté nationale. Par exemple, la brouille diplomatique entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, l'affaire Erdogan en Turquie sur les écoles Yavuz Selim et le récent conseil interministériel organisé au pays de Marianne. Un État doit-il mettre en avant ses intérêts économiques au détriment de sa souveraineté et de sa fierté nationale? C'est la question. Séparer les deux n'est pas une chose aisée. La question économique et la question de la souveraineté nationale, c'est deux bouts d'un même chaînon. On ne peut pas... la souveraineté, elle se construit. C'est-à-dire, la souveraineté, c'est d'abord avant tout être capable de se prendre en charge et de prendre en charge les préoccupations des populations. La souveraineté n'est pas une question abstraite, n'est pas hors réalité. Donc la question économique, elle est à la base de la souveraineté, à la base de la démocratie. Le premier élément de la souveraineté, c'est la capacité économique de gérer sa souveraineté. La souveraineté, c'est être capable de faire face aux autres. C'est d'abord avant tout ça. Et pour être capable de faire face aux autres, il faut être outillé économiquement. Et après politiquement, ou les deux en même temps. Donc, séparons pas les deux. Donc, évitons de voir à travers les actes qui sont posés, dans le sens de consolider les relations entre le pays, notre pays et les pays amis, et comme altération de sa souveraineté ou à son indépendance. Oui, l'opposition. Nous ne vivons pas isolés. Nous vivons dans un environnement géopolitique sous-régional, régional et international. Nous avons l'obligation d'en tenir compte. L'opposition, comme certains citoyens, comme cet auditeur, reproche justement au président Macky Sall d'avoir aujourd'hui des positions qui aliènent un peu la souveraineté du Sénégal. Vous avez entendu ce genre de critique. La semaine dernière, devant ce même micro, Thierno Bokoum, démissionnaire de Rewmi, a dit que nous ne sommes plus dans la coopération, mais plutôt dans la soumission avec nos partenaires. Et quel contenu il donne à cette... Ce que je viens de dire tout à l'heure, que le président Macky Sall a des positions qui ne sont pas conformes à la souveraineté nationale. Mais non, mais moi j'y ai répondu, c'est une question d'approche. C'est-à-dire, le réalisme commande qu'on apprécie les choses, mais de façon objective. Si le gouvernement sénégalais va en France et
et participe à un conseil des ministres avec des éléments du gouvernement français. En quoi ça aliène la souveraineté nationale? C'est une forme supérieure d'une commission mixte qui existerait entre deux pays, qui est un moment de revue des principaux dossiers sur lesquels les deux pays sont engagés. Ça peut prendre la formulation d'une commission mixte. Le commun des Sénégalais a l'habitude d'entendre commission mixte sénégalo-mauritanienne, commission mixte sénégalo-française, etc. C'est une forme supérieure de commission mixte qui présente des dossiers urgents et importants certainement, qui justifie que deux gouvernements puissent se rencontrer à ce niveau de représentativité, notamment des délégations conduites par les premiers ministres. Parce que dans les commissions mixtes classiques, en général, on a l'habitude de voir les délégations conduites par les ministres des Affaires étrangères. Donc, c'est un organe qui sanctionne un moment dans des relations entre deux pays qui sont engagés dans des dossiers qui impactent économiquement dans les deux pays et qui essaie de les prendre en charge à ce niveau de responsabilité, c'est tout. Pourquoi, en quoi elle altère la souveraineté du pays? En quoi on peut supposer que les décisions qui engageront le gouvernement de notre pays seraient prises à partir de cet organe, qui est un organe où on évalue les dossiers en cours, c'est tout. Pourquoi le chef de l'État n'a pas quand même jugé nécessaire de faire un rappel à l'ordre à ces deux ambassadeurs, français et américains, sur une question qui relève de sa responsabilité première, la sécurité des Sénégalais. Deuxième chose, qui relève de son domaine réservé, c'est-à-dire la diplomatie. Pourquoi il n'a pas pensé que c'était nécessaire de le faire? Il faut probablement dire que l'opinion n'a pas été saisie d'une initiative que le président a certainement dû prendre pour répondre à cette situation-là. Il est évident que la gestion de ces questions-là ne relève pas du domaine public et on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'initiative-là étalée sur la place publique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a convoqué l'ambassadeur des États-Unis. J'ai pas dit qu'il a convoqué. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai dit, le président Macky Sall est très soucieux de la préservation de la souveraineté nationale. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Et du respect de ses prérogatives. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Non, il a pris les initiatives qu'il fallait prendre à son niveau de responsabilité pour que la situation revienne à la normale, ce qui est le cas d'ailleurs. Donc il a parlé à ces deux ambassadeurs. Certainement. Certainement. On peut le retenir de son ministre d'État, Mahmoud Saleh. Non, le ministre d'État Mahmoud Saleh n'est pas affirmatif sur la nature de l'initiative prise par le président sur ces questions-là, mais c'est une évidence. Il a pris une initiative. C'est une évidence que le président fait fonctionner les prérogatives qui sont les siens en matière de gestion des questions sécuritaires, et la situation qui semble être rétablie à la normale, la situation est revenue à la normalité. Donc il n'y a plus de raison de s'inquiéter outre mesure sur ce qui aurait pu se passer si tel ou tel avait indiqué ou n'avait pas indiqué, comme ce fut le cas dernièrement. Rassurons-nous, Mahmoud Ibra. Deux ambassadeurs s'exprimer de manière publique sur cette question. Et on verra de moins en moins certaines ambassades s'autoriser certaines libertés à l'intérieur du territoire national. Ah oui, donc cette affaire vous a vraiment parlé alors? En tout cas, le président exercera toutes les prérogatives qui sont les siennes sur ces questions-là. Son prédécesseur, Abdoulaye Wade, n'avait pas hésité à convoquer l'ambassadeur des États-Unis, Madame Bernicat, Maria Bernicat à l'époque, et de lui remonter les bretelles, comme on le dit vulgairement. Ce ne sont pas ses méthodes, lui, le président. C'est deux personnalités différentes, chacun a sa façon de procéder. C'est ça, c'est pas les mêmes personnalités et par conséquent c'est pas les mêmes comportements face à des situations qui peuvent être similaires du reste. Ah oui. Mais chacun a sa façon de gérer. Dans le cas d'espèce, elles sont presque similaires. Certainement, mais une prise de position publique. La différence de nature entre les deux hommes peut justifier une approche différenciée. Pourquoi Abdoulaye Wade et Macky Sall seraient si différents, eux qui ont été des compagnons? Macky Sall a été son premier ministre, son ministre, il a été président de l'Assemblée nationale sous le régime du président Wade. Pourquoi ils seraient si différents? Mais les natures humaines étant ce qu'elles sont, je n'ai pas la réponse à ces questions. J'observe simplement que les hommes ne sont pas les mêmes. Ils se comportent de façon différente selon les cas, même s'ils sont similaires. Quel est l'état de leur relation aujourd'hui? Courtois. C'est-à-dire? Courtois, très bien. Ils se parlent? Directement, non.
Indirectement, oui. Certainement. Par le biais de qui? De Mahmoud Saleh? Je ne sais pas, mais j'imagine que la responsabilité leur impose de se connecter. Vu leur passé, vu leur responsabilité que l'un a exercé, que l'autre est en train d'exercer, il n'y a absolument aucune raison qu'ils ne se parlent pas. Pourrait-on imaginer une alliance électorale entre le président Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade à la prochaine élection présidentielle prévue en 2019, dans moins de 2 ans? Si les circonstances politiques du pays l'exigent, oui. C'est-à-dire, si les circonstances y sont favorables, il n'y a absolument aucune raison de ne pas travailler à ça. Sauf que Maître Abdoulaye Wade dit que leur candidat, c'est Karim Wade, même si aujourd'hui il est au Qatar depuis qu'il a bénéficié d'une grâce présidentielle. Il a même dit qu'il va rentrer, il l'a dit aux membres de son parti. Oui, mais comme la question des présidentielles de 2019 n'est pas encore d'actualité, on a le temps de voir venir. Vous avez exilé Karim Wade? À ma connaissance, non. Pourquoi il ne peut pas rentrer au Sénégal? Je me pose la même question que vous. Je n'ai pas la réponse. Il faudra certainement la lui poser ou la poser à certains qui lui sont proches. Donc, ce n'est pas du fait du pouvoir, ce séjour prolongé de Karim Wade au Qatar? À ma connaissance, non. Je rappelle que vous suivez l'émission Le Grand Jury sur la RFM. Mahmoud Saleh, ministre d'État auprès du président de la République Macky Sall. Parlons d'un autre sujet, le dossier Khalifa Sall, maire de Dakar, devenu député. La question du débat sur la levée de son immunité parlementaire. On a entendu tout à l'heure quand même dans l'émission Remue Ménage le professeur Ndak Fall, qui est professeur de droit constitutionnel, dire que l'Assemblée nationale aurait dû prendre elle-même l'initiative de demander la suspension de la détention préventive du député Khalifa Sall. C'est intéressant comme débat, non? Au lieu d'attendre que le procureur demande la levée de son immunité parlementaire. Moi, j'ai l'obligation d'agir sur la base de la réalité. Je suis confronté à une situation qui elle est matérielle, elle est concrète, elle est objective. Je ne suis pas un praticien du droit. Je n'ai aucune expertise avérée en matière de droit, de quelque nature que ce soit du reste. Moi, la situation qui est là, qui est concrète, c'est qu'on a un détenu qui, entre-temps, est devenu député. Alors, qu'est-ce que la loi nous impose par rapport à ce nouveau statut? Faut-il continuer les procédures judiciaires le concernant ou faut-il tenir compte de son nouveau statut de député et de s'y conformer? Maintenant, j'observe qu'une initiative est prise, l'Assemblée nationale est saisie pour aider à la justice à régulariser sa situation par rapport à un détenu qui en temps est devenu député. Moi, j'en prends acte et j'applaudis. Sauf que le professeur dit si l'Assemblée ne prend pas cette initiative, elle saperait son autorité. Parce que c'est un pouvoir, c'est le pouvoir législatif devant le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. L'Assemblée nationale, je ne sais pas ce qu'elle aurait dû faire avant d'être saisie par le ministère de la Justice, par le procureur de la République. Donc moi, je prends acte du fait que l'Assemblée nationale a été saisie par le procureur de la République pour lever l'immunité parlementaire du député Khalifa Sall. Donc, et je souhaite que l'Assemblée nationale puisse répondre positivement à cette saisine du procureur de la République, de façon à ce que la procédure de justice puisse suivre son cours et que le jugement s'effectue de façon à ce qu'on établisse si ou non Khalifa Sall est coupable de ce qui lui est reproché ou n'est pas coupable de ce qui lui est reproché. Mais pourquoi Khalifa Sall ne devrait pas bénéficier de la suspension de sa détention préventive, puisque maintenant vous lui reconnaissez son immunité parlementaire? Moi, je ne sais pas ce que la loi dit à ce niveau. Ce que je sais, et pour l'avoir vécu dans les législatures antérieures, oui, que un député en cours de session qui pose un acte qui interpelle la justice a l'obligation de saisir l'Assemblée de façon à pouvoir avoir l'autorisation d'ouvrir une procédure judiciaire le concernant. Si vous évoquez le cas de Barthélémy Diaz, au moment où l'Assemblée justement siégeait, statuait sur la levée de son immunité parlementaire, il n'était pas en détention. Je n'évoque aucun cas. Ah ben c'est le cas que tout le monde connaît. Hein? Moi, c'est presque le seul cas. Moi, j'essaie d'être concret.
Encore une fois, je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure, je n'ai pas d'expertise avérée en matière de droit. Je ne sais pas vraiment comment ces questions-là au plan juridique sont configurées. Si d'aventure l'Assemblée a fauté de ne pas avoir assumé sa part de responsabilité, ça, je n'ai pas la réponse à cette question. Puisque je suis interpellé dès demain, Inch'Allah Rabbi, je me donnerai les moyens de saisir des amis qui ont une expertise avérée sur cette question-là pour qu'ils m'éclairent sur la question. Et après, je peux vous revenir pour dire, vous aviez raison ou vous n'avez pas raison. Mais pour le moment, vu l'état de mes informations, il y a une saisine de l'Assemblée qui est le fait du procureur. Alors, achevons cette procédure. Si nous sommes préoccupés par la poursuite de la procédure judiciaire qui concerne le détenu Khalifa Sall, mais accompagnons cette initiative-là. Demandons à l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire et incitons la justice à accroître son rythme de façon à ce que le jugement puisse s'effectuer dans des délais acceptables et la culpabilité ou non de Khalifa Sall sera déterminée. Le minimum quand même, c'est qu'on permette à Khalifa Sall d'être présent au moment où l'Assemblée statue sur son cas pour qu'il puisse se défendre. Non, l'Assemblée a mis en place un comité ad hoc qui a vocation, c'est la procédure classique, il n'y a pas de police spécifique en fonction de la nature de tel ou tel détenu ou de tel ou député. La procédure est normée. Oui. C'est ce qui est en cours. Khalifa Sall ne devrait pas être présent? Ah si, mais c'est quand même le minimum quand on juge quelqu'un. J'imagine que le comité ad hoc prendra les dispositions et qu'il faut de façon à ce que tous les aspects de la procédure soient respectés. Donc vous vous attendez à ce que Khalifa Sall puisse sortir de la prison où il est actuellement? Je ne sais pas sous quelle forme le comité ad hoc aborde la question. J'imagine simplement qu'il se donne les moyens d'y mettre toutes les formes et de respecter toutes les étapes de la procédure. Au-delà des aspects juridiques, je rappelle que Khalifa Sall est présumé est poursuivi pour le délit présumé de détournement de deniers publics dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, mais il se trouve que le rapport de l'IGE qu'il a épinglé, c'est ce même rapport qui a épinglé d'autres responsables qui sont au pouvoir, qui sont de votre parti. En plus d'un rapport de l'OFNAC, le président de la République avait dit la CREI est pour eux, l'OFNAC est pour nous. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Je n'ai pas encore la preuve qu'il y a effectivement une approche différenciée des résultats de ces rapports dont vous faites allusion, excusez-moi. Donc, ce que je sais, c'est que il y a beaucoup de supputations sur les rapports qui seraient en possession du président de la République. Et souvent on dit, dans ce rapport, il y a eu tel cas, il y a eu tel cas, il y a que sans preuve factuelle qui nous prouve qu'effectivement, dans ce rapport, il y a les différents cas cités. On suppute beaucoup. Mahmoud Saleh, quand même, le rapport qui a épinglé Khalifa Sall, on a fait état sur la place publique et qui épingle également d'autres responsables qui sont au pouvoir et qui sont militants de la paix. Ça, quand même, c'est des faits, non? La gestion. Oui. Dont il est question en ce qui concerne notre frère Khalifa Sall est antérieure à l'exercice de responsabilité de ceux qui semblent être cités comme ayant été concernés par le rapport qui concerne Khalifa Sall. C'est pas les mêmes périodes, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on dit sur des rapports qui sont créés dans la tête de Samba et de Demba qui ne reflètent aucune réalité, mon livre. C'est la vérité. La vérité, datons d'abord la période dont il est question en ce qui concerne ce qui est reproché à Khalifa Sall, datons. Si on date cette période-là, on verra bien qu'elle n'a rien à voir avec les périodes qui concernent ceux qui sont aux affaires maintenant et qui semblent être cités dans certains rapports de l'IGE. Et qui ont été cités. Probablement, mais pas probablement. Mais pas, moi, je n'ai pas accès. On dit les rapports sont destinés au président de la République. Donc, ça veut dire que le président y associe, c'est lui qui a envie d'y associer, bien entendu. Donc, nous qui sommes à ce niveau de proximité avec le président, nous pouvons ignorer le contenu de certains rapports qui lui sont communiqués. Oui, il a quand même dit qu'il a mis certains dossiers. Mais au plan principe, il est évident. Au plan principe, il est évident que le président de la République ne protégera personne qui serait soupçonné de malversation ou de gestion d'une certaine manière. Pourquoi alors des responsables de votre parti qui sont cités ne sont pas poursuivis? Non, c'est-à-dire que il faut plus exactement dire pourquoi certains responsables de notre parti ne sont pas encore l'objet de procédures judiciaires. Il faut bien préciser à l'encore, parce que rien n'indique que, effectivement, c'est des dossiers clos. Rien.
Jusqu'au moment où nous parlons, nous ne sommes pas certains que les procédures ne seront pas engagées contre certains qui seraient cités dans des rapports qui sont à la disposition du président. Le président est seul juge du rythme auquel il entend donner suite aux dossiers qui lui sont communiqués. C'est là où se trouve le problème. Peut-être que lui, il intègre des éléments qui lui sont particuliers. Quand il dit que j'ai mis certains dossiers sous le coude, est-ce que c'est pas ça le problème? Oui, mais qu'est-ce que je mets un dossier sous le coude, ça peut renvoyer à beaucoup de supputation, c'est pas... Non, c'est précis, ça veut dire que dossier, je le juge utile de le transmettre à la justice, l'autre dossier... Ou de suspendre sa transmission. Oui, mais pourquoi? Ou d'attendre d'être davantage édifié sur ce qu'on reproche à la personne concernée, ou de faire des études complémentaires de façon à disposer de beaucoup d'éléments d'information pour me former une opinion, etc. et non déterminer par rapport à la suite à lui réserver. Il y a beaucoup de possibilités. Vous posez des questions alors qu'on attend de vous des réponses. Oui, non, on peut davantage vouloir éclairer l'opinion du président sur tel ou tel dossier. C'est-à-dire, il n'est pas évident que on puisse se former une opinion sur la base d'éléments d'un dossier qu'on te communique. Tu peux juger de l'insuffisance d'éléments qui sont contenus dans tel rapport et en vouloir davantage pour se fixer, pour avoir une opinion sur la question et la suite à lui réserver. C'est une évidence. Donc c'est pas non, on est absolument loin de là, mais il faut que c'est des questions très sérieuses qu'on ne peut pas traiter avec légèreté, c'est tout. L'opposition vous accuse de vouloir éliminer des concurrents potentiels. Elle estime que ce dossier Khalifa Sall est purement politique. Elle estime que cela participe de la même démarche concernant M. Karim Wade dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est vraiment l'intention du pouvoir actuel, c'est d'éliminer des concurrents potentiels. Non, j'aurais bien aimé entendre l'opposition se préoccuper du sort des populations, avoir pitié d'elles, s'intéresser aux politiques publiques qui leur sont destinées, les évaluer, les apprécier, indiquer leurs insuffisances, indiquer la faiblesse de leur impact sur leur quotidien, et se préoccuper de ce qui préoccupe le pays. Le pays n'est pas préoccupé par le sort de Samba ou de Demba intuitif personnel. Le pays se préoccupe de son sort collectif. Il faut qu'on revienne au pays. Il faut qu'on arrête de tirer le pays en arrière. Le pays bouge, le pays avance dans la bonne direction. Le pays est préoccupé aussi par la démocratie, que quand on va à des élections, il faut quand même qu'il y ait une compétition. Terminons d'abord ce que nous avons commencé. Oui. Donc le pays, c'est dans cette direction-là qu'il se trouve. Vous avez un pays où se fait des choses qui n'ont jamais été des préoccupations des anciens gouvernants. Ah bon? Oui. Vous avez un pays où la préoccupation d'égaliser les citoyens devant la République. Parce que c'est ça la démocratie. La démocratie n'est pas une catégorie abstraite. Quand 3000 élèves de Yavuz Selim, la démocratie, dans la rue, la démocratie, c'est les millions de paysans sénégalais qui n'ont jamais eu accès aux ressources publiques. Oui, la démocratie, mais en même temps, démocratie, c'est la réorganisation du mode d'affectation des ressources publiques, de façon à ce que tous les Sénégalais se sentent concernés. Oui. C'est ça la démocratie. Oui, la démocratie, on ne peut pas rapporter une chose isolée qui concerne un petit nombre de Sénégalais du Sénégalais. Oui, mais donc, quand, permettez-moi... évitons, Mamadou Ibra, d'apprécier la question de la démocratie en rapport aux préoccupations qui s'expriment dans quelques lopins de terre du monde urbain et en excluant l'exemple de majorité des populations et du territoire. C'est parce que vous avez parlé de l'école de la République. Permettez-moi cette petite parenthèse. Quand parlé de l'école de la République, j'ai parlé des citoyens sénégalais devant l'État. D'accord, oui, c'est ce que j'étais en train de dire. La démocratie, c'est d'abord que l'État regarde ses enfants exactement de la même manière. Oui, nos enfants, justement, 3000 enfants, 3000 enfants des écoles. Je préfère que l'État regarde 8 millions, 9 millions de Sénégalais. En priorité, je préfère ça. Croyez-moi, je ne renoncerai pas. Moi, j'ai ma propre petite fille qui est à l'école. Croyez-moi, je ne renoncerai pas. Je ne renoncerai pas à ma question. Je vous laisse terminer, mais je ne renoncerai pas à ma question. Désolé, je dis quand l'État laisse 3000 enfants se retrouver dans la rue, quand une enfant de 12 ans, qui est un exemple parmi d'autres milliers,
ou des centaines en tout cas, n'a pas eu les soins qu'elle aurait dû avoir, je veux nommer Aïssatou Diallo, décédée à l'hôpital de Pikine, et qui part comme ça, arraché à l'affection de ses parents, et qui interpelle nos consciences, quand l'État laisse cela faire, on a le droit d'interpeller cet État. Tout à fait. Oui. Absolument. Moi, je l'interpelle comme vous l'interpellez. Oui. Par rapport à la cas de Aïssatou Diallo. Mais j'estime qu'il faut s'écarter de toute légèreté dans la gestion de cette question. Parce qu'en réalité, ce qui est arrivé à cette jeune compatriote arrive très souvent dans nos hôpitaux. On ne le relaie pas très souvent. Oui, on le dit comme ça, on passe. Voilà. Ça arrive souvent et puis on le dit. Ça... Mais c'est une réalité. C'est comme si c'était une fatalité. Ça ne doit pas être une fatalité, justement. C'est une réalité. Oui. C'est un mode de gestion des hôpitaux qu'il faut décrier. Ben voilà, d'autant plus que le Conseil des ministres a dit qu'il y a un problème de la gestion des urgences dans les hôpitaux. Il faut mettre fin, c'est ça la vérité. Mais il faut aller au-delà du constat. C'est cela votre responsabilité. Absolument d'accord. Oui. Absolument d'accord. Oui. Moi, en tout cas, ceux qui travaillent à ce que cette situation soit clarifiée et que toutes les conséquences en soient tirées, m'auront de leur côté. Moi, ça me concerne personnellement. Maintenant, sur la question de Yahou Selim, mais il ne faut pas lui donner l'importance qu'elle n'a pas. Moi, mon livre, je parle en connaissance de cause parce que je suis parent d'élève à Yahou Selim moi-même. Moi qui vous parle. Je suis parent d'élève à Yahou Selim. Donc, moi, j'ai ma petite fille qui était là-bas. Donc, et vous l'avez amenée, oui. Ailleurs, je l'ai amenée ailleurs parce que vous avez les moyens de l'amener ailleurs. Oui, non. Tout ce qui... Il y a des parents tous ceux qui ont leurs enfants à Yahou Selim ont les moyens de les amener ailleurs. Ah non, pas tous, parce qu'il y en a certains qui sont quand même des cas sociaux. Oui, ça c'est moins de 1%. Mais il y en a quand même, même si c'est 1%. Non, attends. Non, ne particularisons, ne partons pas de ça pour se fonder une opinion sur les autres. Non. Ça vraiment, c'est moins de 0,01% de l'effectif de Yahou Selim. Ceux qui bénéficient d'avantages sociaux ou d'exonération de leur étude au niveau de Yahou Selim, c'est vraiment infime par rapport à l'effectif réel de Yahou Selim. Donc, ne fondons pas une opinion sur Yahou Selim par rapport à cette question-là. Yahou Selim est une école privée qui coûte cher en plus. C'est vraiment pas la classe moyenne qui a ses enfants. Moi, j'en sais quelque chose. Moi, j'ai payé 2 ans de scolarité à ma petite fille qui est là-bas. Donc, j'en sais quelque chose. Oui, mais qui dispense quand même des enseignements de qualité. Alors, offusquons-nous de la fermeture d'établissements publics qui reçoivent des enfants de Sénégalais qui n'ont pas les moyens d'amener les enfants dans Yahou Selim ou dans des écoles similaires à Yahou Selim. Alors, offusquons-nous de ça en priorité. Vous ne devez pas vous en offusquer, vous devez régler les problèmes. Je parle de ceux qui s'en offusquent. Oui. Ceux qui veulent faire de l'affaire Yahou Selim une affaire d'État. Oui. Essayer de lui donner une réalité qu'elle n'a pas. Quand même le chef de l'État lui-même se prononce sur ce sujet, cela veut dire que c'est important quand même. D'abord, des Sénégalaises et des Sénégalais en âge d'être scolarisés qui ont des difficultés à trouver des places dans l'école publique. C'est d'abord avec ça leur responsabilité. Alors, et seulement après, on peut s'offusquer du sort de ceux qui ont la chance de bénéficier de possibilités d'être instruits à ce niveau-là. Parce qu'ils sont dotés de moyens qui leur permettent de mettre les enfants dans certains établissements scolaires. Donc, donnons à chaque problème l'importance qu'il a. Donc, ne polarisons pas l'attention du pays sur des épiphénomènes. La question de Yahou Selim, mais une question artificielle par rapport au système éducatif national. Revenons au système éducatif national. Ce n'est pas des problèmes qui manquent dans le système éducatif national. Vous voulez dire que le chef de l'État s'est prononcé sur une question artificielle puisque lui-même il en a parlé? Non, je dis la façon dont on veut mobiliser l'opinion sur cette question-là, mais quand même, elle n'y sied pas parce que cette question-là n'est pas d'intérêt national. Au point qu'on puisse polariser l'attention du pays sur ça. Avançons. Le budget 2018, puisque vous avez parlé de réalisation, de dépenses sociales, dans le sens d'une plus grande justice, et près de 500 milliards prévus dans le cadre du budget 2018 pour satisfaire la fameuse demande sociale, budget électoraliste. Vous répliquons. Je rectifie. Oui, 1300 milliards. Budget électoraliste, vous rétorquons. Pas 500 milliards. D'accord. Budget électoraliste. 240 et quelques milliards de mémoire. Budget électoraliste. C'est quoi un budget disent vos adversaires. Je veux comprendre. C'est quoi un budget électoraliste, je crois?
Parce qu'intervenant à une année de l'élection présidentielle 2019... La bonne question serait, est-ce qu'il y a une cohérence entre le budget 2018 et les budgets depuis que le président Macky Sall est à la tête du pays? Votre réponse? Et oui, il y a une cohérence. Parce que c'est l'approfondissement des politiques publiques initiées par le président Macky Sall depuis 2012. Il y a une cohérence et il y a une corrélation entre. Ici, il y a généralisation et approfondissement des politiques publiques. C'est tout. On a expérimenté des politiques publiques qui impactent sur la vie des populations sénégalaises. Et on a expérimenté une façon d'allocation des ressources publiques réparties entre différents segments de la population sénégalaise. Mais on a vu ce que ça a apporté au niveau du pays. On a estimé que c'était une bonne chose de faire ce que nous avons fait en matière de politique publique, et le budget 2018 renforce et généralise ça. Malgré tout ça, il y a quand même quelques citoyens qui ne sont pas très convaincus. Fallou Sène, bonjour Monsieur Kane, il faut demander à Monsieur Saleh, est-ce que le président suit le quotidien des Sénégalais, parce que la majeure partie de nos compatriotes est déçue par sa politique, notamment judiciaire et sociale. Mbathie Mapaté qui dit, est-ce que le président est bien conscient de ce qu'il attend d'ici 2019, vu la situation sociale dans ce pays où tout va mal, l'éducation, la santé, l'économie? Des citoyens qui vous interpellent, encore une fois. Mais je me félicite de ce sens de responsabilité de nos concitoyens qui se préoccupent du sort de leur nation. C'est vraiment quelque chose à saluer. Mais il faut probablement changer de grille de lecture de la situation. C'est-à-dire qu'il faut plus apprécier en fonction du collectif qu'en fonction de soi-même. Souvent, on a tendance à dire oui, moi, oui, ou moi, en tout cas, je n'ai rien vu venir moi. Peut-être vrai que son rapport aux réalisations peut être sans effet, qu'il n'y ait rien de visible pour soi-même, sur la base des politiques qui sont... Le ressenti, c'est très important. Macky Sall. Ça peut être quelque chose. Donc moi, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais moi, au plan méthodologique, je préfère apprécier en fonction de la nation sénégalaise, en fonction du collectif sénégalais. Est-ce que les politiques sociales, qui sont celles du président Macky Sall, sont en priorité destinées aux populations déshéritées qui ont toujours été exclues des politiques publiques nationales? Qui a une fois pensé, mais à ces millions de Sénégalais et de Sénégalais qui vivent une précarité qu'on ne peut pas caractériser autrement, parce qu'il n'y a pas encore de caractérisation qui permette de voir le niveau de vie de ceux qui sont en dessous de la précarité, à qui il alloue une bourse familiale. Le paysan qui n'avait pas un revenu annuel équivalent à 100 000 francs CFA. Mais ça c'est courant, ça c'est connu de tout le monde. Mais nous tous, nous sommes quasiment originaires du monde rural, où nous avons quelque part dans nos familles des gens du monde rural, jusqu'à aujourd'hui où nous parlons. Mais depuis peu seulement, on peut voir un cultivateur sénégalais bénéficiant d'un revenu annuel supérieur à 100 000 francs CFA. Mais c'est ça le montant de la bourse familiale, alloué à 300 familles sénégalaises. Le foyer moyen sénégalais est constitué de 10 personnes. Mais agir sur 300 000 foyers sénégalais, c'est agir sur un minimum de 3 millions de personnes. Aujourd'hui où nous parlons, c'est le budget 2018 qu'on caractérise de budget électoral. Oui. Mais ce budget a augmenté le nombre de familles bénéficiaires de la bourse familiale de 100 000. Au lieu de 300 000, on va être à 400 000 familles bénéficiaires de la bourse familiale. Je suis désolé. Cette politique-là a-t-elle un impact positif sur la vie des Sénégalais et des Sénégalais ou non? C'est pour cela que Paul Ndiaye... La question de la CMU, je termine sur la question de la CMU, la question de la couverture maladie universelle. Mais on peut
on peut dire, oui, il n'y a pas de réalité visible de cette politique, la politique de gratuité, il y a des problèmes, mais c'est une volonté exprimée et assumée par le président de la République. C'est une bataille qu'il mène. C'est pour cette raison que Paul Ndiaye dit, pourquoi attendre 2018 pour donner une part belle au social dans le budget, alors que la demande sociale a toujours été forte? Mais Mahmoud Saleh, ma question, c'est que toute cette politique... On dit à Paul Ndiaye quand même qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, qu'on n'a pas attendu 2018 pour initier ces politiques sociales. Toute cette politique sociale... Non, dites quand même, dites Pierre, non, vous vous trompez, vous vous trompez Pierre, Paul, vous vous trompez parce que... C'est Paul, ce n'est pas Pierre, c'est Paul. C'est pas loin, elle va dire les deux, mais Paul, vous vous trompez, on n'a pas attendu 2018 pour ces politiques. Je suis désolé. Très bien, cette politique sociale, si elle vise à satisfaire la demande sociale, a également quand même pour objectif une réélection du président Macky Sall en 2019. Êtes-vous aussi convaincu que certains de vos camarades de parti qui disent que le président sera réélu dès le premier tour? Est-ce que les résultats des législatives du 30 juillet 2017 ne rendent pas inéluctable un second tour en 2019? Mais d'abord, le président aurait raison de fonder sa réélection sur les politiques qu'il mène. Parce que c'est pour ça qu'il a été élu. Il a été élu pour être au service de ces populations et pour travailler à la satisfaction de leurs besoins. Si les politiques qu'il initie et développe présentent une attractivité au point d'apporter des réponses aux préoccupations de ces mandats, il n'y a pas de raison de douter que ces mandats lui reconduiront leur confiance. Et c'est à ça qu'il travaille et c'est à ça que nous travaillons nous aussi. Donc, il est bien évident qu'il y a un lien entre ce que nous faisons et la reconduction de la confiance que les populations avaient manifestée au président en 2012. Et, Inch'Allah Rabbi, on travaille à ce qu'il le remanifeste en 2019. Certains de vos camarades disent qu'il sera réélu dès le premier tour. Certains de mes camarades ont raison de dire que le président Macky Sall sera réélu au premier tour si ce que nous avons commencé est poursuivi. Et si chacun et chacune qui avait accompagné le président Macky depuis le début continue à avoir confiance en lui, continue à avoir confiance en ce qu'il fait et relaie au niveau de l'opinion ce qu'il fait. Il faut que nos camarades comprennent que ce que le président Macky Sall a engagé est déterminant pour l'avenir du pays. C'est vrai, 5 ans, c'est très peu pour apprécier l'impact visible, réel des politiques sur le quotidien des Sénégalais. La tendance qui s'offre à partir de ce que le président Macky Sall a initié pour le pays est une tendance qui ouvre des perspectives heureuses pour le pays, dans tout point de vue. Au niveau de la restructuration de l'industrie nationale, au niveau de l'application des différents axes contenus dans le programme qui est le plan Sénégal émergent. Il faut que la confiance revienne, il faut que la flamme qui avait éclairé son chemin soit réallumée, il faut que les gens reprennent confiance en eux-mêmes, reprennent confiance aux partis. Les résultats des législatives, ça concerne des élections qui s'appellent des élections législatives, qui ont une nature tout à fait précise, déterminée, qui n'ont rien à voir avec une élection présidentielle. On a quand même observé dans ce pays que les résultats des législatives déterminent souvent les résultats de la présidentielle. Il n'y a aucun lien organique entre les résultats des élections législatives et les résultats des élections présidentielles. Le constat montre plutôt le contraire. C'est le contraire qu'on a observé, que les élections présidentielles, en général, impactent sur des élections législatives. En 98, on a vu que les socialistes avaient eu des résultats qui n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes. Ils ont perdu le pouvoir en 2000. En 2012, c'est presque le même scénario si on tient compte des locales de 2009. Les circonstances politiques de 98 ne sont pas les mêmes que celles que nous connaissons aujourd'hui et ne peuvent pas du tout être les mêmes. Moi qui vous parle, je suis un acteur de 98. Maintenant, si les gens pensent qu'il est possible de reconduire les circonstances politiques de 98 qui ont conduit à la défaite du président Diouf, ils se trompent. Comme de 2012. Les conditions de 2012 n'ont rien à voir avec les conditions politiques de 98. Si les gens, encore une fois, repensent ce schéma au point de travailler à l'affaiblissement du dispositif politique
du président de la République aujourd'hui, qui semble a priori s'affecter par la sortie de Sénégal, qu'il se trompe. On n'est pas dans ce schéma-là, parce qu'on a un président qui a la particularité d'être comme il est, qui a la particularité de conduire les politiques publiques qu'il conduit, qui a la particularité d'avoir des relations tout à fait spécifiques et particulières avec ses populations. Il n'y a absolument aucune raison de douter un seul instant. Oui, de sa réélection en 2020. Macky Sall imbattable, c'est ce que vous voulez dire. En tout cas, nous travaillerons à la en 2019. Thierno Alassane Sall, qui a démissionné ou qui a quitté le gouvernement il y a quelques mois, où il occupait le portefeuille de l'énergie, vient de lancer la République des valeurs et démissionner du coup de votre parti, la paire. Justement, il considère que le président a quitté l'axe pour lequel il avait été élu en 2000. Sur la question des valeurs, il trouve que votre régime n'a plus aucune leçon à donner. Oui, d'abord, moi, je n'ai pas la réponse à la première formulation de la question, démissionner ou quitter le gouvernement. Je n'ai pas la certitude qu'il aurait lui démissionner ou quitter le gouvernement. Parce que c'est quand même tout à fait différent d'avoir quitté, d'avoir démissionné soi-même que d'avoir été démissionné. En tout cas, il a quitté. Bon, non, il n'est plus dans lui, il considère qu'il a démissionné. Vous considérez qu'il a été limogé. Ne caractérisons pas la façon dont il a quitté le gouvernement, parce que vous ne savez pas, moi je ne sais pas. Dans des circonstances, de signature d'un contrat de pétrole avec Total. C'est cela les circonstances. Jusqu'à présent, pour rappel. Je n'ai pas entendu mon cher ami et frère Thierno Alassane Sall indiquer les conditions dans lesquelles il a été amené à poser l'acte qu'il a posé. Jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, je n'ai pas, moi, connaissance de ce qui a été à l'origine de la séparation entre le président Macky Sall et Thierno Alassane Sall. Très bien. On aura certainement l'occasion de lui poser la question. Le ministre Thierno Alassane Sall n'a pas indiqué les raisons jusqu'à aujourd'hui où nous parlons. Donc, il faut qu'on soit un peu précis dans ce que nous disons, parce que quand même, nous parlons à l'opinion. Ça, c'est la première observation. La seconde observation, c'est jusqu'à présent, je n'ai pas, j'allais de deux choses l'une. Ou bien mon frère Thierno s'était trompé sur ses alliés d'aujourd'hui. Parce que c'est contre eux qu'il a travaillé à faire de Macky Sall le président de la République du Sénégal. Donc, il me doit, moi, de me dire, il s'était trompé sur la nature de ceux qu'il avait combattus pour faire de Macky Sall le président de la République du Sénégal. Où il veut nous tromper, nous, Sénégalais et Sénégalais, en allant avec eux cette fois-ci. Non, il considère, lui, que le président Macky Sall ne défend plus les valeurs pour lesquelles il avait été élu. La principale valeur sur laquelle le président Macky Sall a été élu, c'est de travailler au service des populations sénégalaises. Les valeurs au Sénégal, ce n'est pas inilo. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprécie en dehors de la réalité. Arrêtons de créer du factice et d'agir sur du factice et se donner l'impression d'exister. Agissons sur des réalités que nous vivons, qui sont quotidiennes, qui sont concrètes. La valeur, les valeurs, c'est des notions qu'on galvaude trop souvent dans le pays. Ramenons-le à nos réalités. On est des Sénégalais. C'est les valeurs, des hommes de valeur existent dans le l'attelage gouvernemental actuel. Macky Sall en est le premier. Il est l'illustration des valeurs cardinales qui donnent la particularité à notre pays, qui donnent la particularité à notre peuple. Donc de quelle valeur parle-t-on? Apprécions ce que nous faisons, c'est plus utile pour le pays. Essayons d'éviter de s'orienter vers des catégories qui ne reflètent aucune réalité, qui ne permettent pas à l'opinion de se fixer une position sur des questions concrètes qu'elle vit, qui déterminent son avenir. Apprécions en fonction de ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons? Quelle politique nous menons? Sont-elles bonnes? Sont-elles néfastes? Sont-elles destructrices? Ou permettent-elles au pays d'avancer, même si le rythme n'est pas ce qu'on aurait souhaité? Même si on trouve le rythme un peu lent, même si on aurait souhaité que ce soit plus rapide. Et pour terminer, mon cher ami, évitons au plan mythologique d'apprécier l'autre en fonction de soi-même, parce que l'autre, c'est l'autre, moi, tu moi. Si j'apprécie Mamadou Ibra comme je me serais apprécié, je me trompe, parce que Mamadou Ibra, c'est pas Mahmoud Saleh. Probablement, il ne servait pas aux mêmes catégories politiques que Mahmoud Saleh. Donc, apprécions les gens en fonction d'eux-mêmes. Évitons de commettre l'erreur qui compte à les apprécier pour ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils ne se réclament pas. Est-ce que le président lui-même n'est pas conscient qu'il y a nécessité de recadrer certaines choses quand il convoque le gouvernement
pour une leçon autour de l'organisation, la méthode et le travail, quand il impose même un dress code, est-ce que lui-même n'est pas conscient de certaines dérives au niveau du régime? Ce que toi et tes collègues tirés de ce séminaire, c'est ça. Et le séminaire, la vocation première de ce séminaire-là, c'est de permettre aux uns et aux autres de connaître les us et coutumes de la République. Vous avez des nouveaux membres du gouvernement qui, eux-mêmes, au plan protocolaire, ne savent pas que on ne doit pas arriver après le président. Il fallait qu'ils sachent qu'on ne doit pas arriver après le président. On est encore à ce niveau. Non, oui, mais parce que ça ne s'apprend nulle part, les us et les coutumes de la République. On est encore à ce niveau. Non, ça ne s'apprend dans aucune école. Je suis désolé, il n'y a aucune école qui forme à ça. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'assumation des décisions que le président lui-même prend? Quand il décide de sortir quelqu'un du gouvernement, il crie dans la rue, le lendemain il se retrouve dans le gouvernement. C'est cela aussi. Il faut assumer les décisions qu'on prend. Personne n'est encore dans cette situation. Personne. Vous n'avez pas suivi les ministres sortis du gouvernement? Oui, et qui expriment leur mécontentement, et qui se retrouvent le lendemain dans le gouvernement. Oui, comme ministre conseiller. Oui, mais le ministre n'est pas un membre du gouvernement. Le gouvernement entendu dans le sens large et juridique du terme, c'est quand même un membre du gouvernement. Vous-même, vous êtes un membre du gouvernement. Il n'y a pas de sens large et de sens restreint. Le membre du gouvernement